Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue de la cuisine du village. Aujourd'hui, on va parler de légumes anciens, de légumes oubliés, voire même presque disparus, avec des invités exceptionnels. Mais qui dit cuisine du village dit évidemment cuisine. Je me tourne vers vous, chef Emilien Rouable. Vous êtes chef de l'Inattendu. Qu'est-ce qu'on va cuisiner ce soir? Alors aujourd'hui, on va partir sur un potimarron bio. Attention, c'est très important. On va le découper, on va le cuisiner avec la peau. On va en faire un velouté que l'on va faire prendre en panna cotta. On va l'accompagner d'un siphon de laitue, un petit peu d'andouille de foie gras, des pickles de potimarron et un petit peu de parmesan pour donner de la gourmandise sur un produit très simple et très beau. Là, on est sur un produit typiquement de saison, le potimarron, plutôt à l'automne, mais il a été conservé en cave tout l'hiver. C'est une recette qu'on pourrait faire à d'autres moments de l'année? Alors moi, le potimarron, nous, dès qu'il commence à sortir de terre, on s'arrange avec les producteurs, on les a. Et moi, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'ils en aient plus, tout simplement. C'est voilà, le produit il a une durée de vie. On prend ce que la terre nous offre, c'est pas à nous d'imposer. Je ne vais pas demander, je veux ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est bien? Tant qu'il est beau, je le travaille. Et c'est tellement épais que c'est des produits qu'on récolte et qu'on garde longtemps. Enfin, c'est ça l'histoire de ces produits-là. Et la version végétarienne de ce plat, ça serait une très bonne soupe de potimarron? C'est exactement la même, sauf qu'on retire le foie gras et qu'on retire les andouilles. Et en version végane, tout simplement, au lieu de mettre de la crème, on met un lait d'amande ou quoi que ce soit. Mais ça m'arrive souvent de le faire au restaurant. On s'adapte aux gens pour leur faire plaisir. Parfait, merci. Je vous laisse commencer à cuisiner. Je me retourne vers mes invités. Potimarron, ça me fait penser un petit peu à un légume ancien, on dira, mais pas forcément oublié. Audrey Didier, qui est la directrice du fonds Collection et Biodiversité, on va faire un petit peu de définition. Qu'est-ce qu'un légume ancien, oublié, disparu, en quelques mots? Alors, dedans, il y a plein de définitions différentes, enfin, il y a plein de choses que ça regroupe. Ce qu'on appelle les légumes oubliés, c'est souvent des légumes qu'on a arrêté de consommer, pour plein de raisons. La variété ancienne, c'est une variété qui est présente historiquement dans des catalogues, alors catalogues soit de description botanique, soit semencier. Et ça peut être aussi des variétés où on a une histoire orale. Donc c'est pas forcément quelque chose qui a été référencé, mais que dans un territoire, on va connaître depuis plusieurs générations. Donc qui dit plusieurs générations, dit aussi que c'est des légumes qu'on a transmis et qu'on a dû faire quelques petits gestes techniques avec un petit savoir-faire, parce que un potimarron, une tomate, c'est pas forcément la même façon de conserver ses graines et faire ses graines. Ah, ça tout à fait, et c'est bien tout l'enjeu. C'est qu'on a eu, jusque dans les années 80, quand même une culture plutôt du potager qui se transmettait de génération en génération. Et puis, dans les années 80, ça s'est un peu perdu, parce que les gens sont partis sur une culture un peu plus de loisirs, un peu plus de voyage, enfin, autre chose que le potager. Et donc, justement, on a perdu cette transmission, ce qui fait qu'on a des variétés anciennes qui sont aujourd'hui menacées. Quand on parle de transmission, je suis obligé de me tourner vers Alain Delavie. Vous êtes directeur des rédactions chez Rustica. Rustica, c'est un journal qui a quand même quelques années. Comment est-ce qu'on parle de ces légumes anciens, rares, oubliés? Je vois même que vous en avez amené quelques-uns. Oui, alors là, c'est les plus communs, je vais dire à Paris, hein, parce qu'en région, il y en a beaucoup d'autres. Rustica, oui, depuis 1928, effectivement, les générations de jardiniers se sont succédées et cultivent leur potager, et bien sûr des variétés anciennes, modernes et plus récentes, mais aussi des variétés anciennes. On en parle chaque semaine, puisqu'en fait c'est ça, c'est d'être le compagnon du jardinier, du potagiste, et de l'accompagner. Et puis quelquefois nos lecteurs nous envoient leurs photos, donc on a des surprises, on voit des belles choses et leur belle culture. Donc les légumes anciens, oui, en fait on fait la part belle à tous les légumes, parce qu'il peut y avoir des variétés anciennes excellentes et puis des versions plus modernes qui sont plus résistantes, qui s'adaptent mieux aux nouveaux changements climatiques, parce que quand même dans les régions on a quand même quelques différences. Je vais parler de la tomate rose de Berne qui fait partie de ces tomates anciennes,
qui est délicieuse, vraiment très bonne, mais on est très tributaire de l'année. Si l'année est belle, chaude, on va avoir une belle récolte. Si c'est comme cette année où on a eu un temps catastrophique dans la moitié nord de la France, eh bien malheureusement on ne la récolte pas. Par contre, il y a des variétés qui ressemblent à la rose de Berne, des variétés modernes. Donc voilà, on fait la part des choses sur les deux. Audrey, dans le mot fonds et collection biodiversité, collection, c'est des plantes. Comment est-ce qu'elles rentrent dans une collection? Qu'est-ce qu'elles doivent avoir comme critères pour entrer dans cette collection? Alors ça dépend des gestionnaires. Parce que chaque collection, finalement, il y a quelqu'un qui décide ce qui rentre et ce qui sort de sa collection. Après, ce qui est surtout important, c'est dans le cadre du fonds collection et biodiversité, on finance des structures, beaucoup de structures locales, qui vont faire des recherches d'inventaire de variétés de leur territoire. Et donc, ce qui vont les intéresser, eux, c'est des variétés qui ont une histoire avec ce territoire. Donc ça peut être par exemple des variétés, comme je disais tout à l'heure, qui étaient des variétés largement connues et très répandues sur le territoire, ou des variétés qui sont vraiment issues d'une sélection vraiment très locale et qui vont chercher à conserver et puis ensuite à caractériser et à remettre à disposition du plus grand nombre. Alain, en préparant cette émission ensemble, vous m'avez dit que vous avez feuilleté dans un catalogue qui datait un petit peu et vous avez trouvé quelques petites pépites. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est une célèbre maison, hein, Villemorin-Andrieux. Villemorin est toujours présent avec de belles variétés. Et là, c'est un catalogue de 1886. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit beaucoup de variétés locales. Donc on a l'artichaut gros violet de Paris, comme si Paris aujourd'hui pouvait créer une variété d'artichaut, c'est assez exceptionnel. On a le gros vert de Laon, mais on a aussi la betterave rouge de Castelnaudary, complètement dans le sud. J'ai aussi noté des choux cœur de bœuf, de Saint-Denis, de Vaugirard. Bref, suivant des régions, on a plein de légumes qu'on retrouve quelquefois aujourd'hui ou pas, malheureusement, d'où les conservatoires. Et à travers le journal, vous recevez des témoignages de gens qui disent « mais vous ne parlez pas de ma petite variété de mâche ou des choses comme ça ». Est-ce que les auditeurs, enfin les lecteurs plutôt, vous êtes en contact direct et vous demandent un peu plus de ce genre de choses? Alors on a eu des témoignages, peut-être un peu moins parce qu'effectivement là on est dans une génération beaucoup plus récente, mais effectivement les plus vieux jardiniers continuent, ils sont très attachés à leur variété. Donc par exemple dans les laitues, on nous parle toujours de la laitue de Saint-Antoine, de la laitue Goth, qui sont des variétés qui étaient justement dans ce catalogue de 1886 et même peut-être avant. Donc c'est vraiment des variétés qui durent depuis longtemps. Et puis il y en a d'autres non qui sont passés à des variétés plus actuelles. Et surtout qu'on trouve partout, parce que le problème c'est de les trouver et de se les transmettre. Audrey, ces variétés, c'est aussi des histoires pour les retrouver, comment ça elles ont retrouvé, mais aussi des histoires de famille, des histoires... Est-ce que vous pouvez, à travers le fonds collection, nous raconter comment ça se passe pour retrouver ces variétés? Alors oui, il y a différentes façons. Il y a certains gestionnaires qui, par exemple, retrouvent des variétés dans des conservatoires. Donc, il y a pas mal de conservatoires publics, des conservatoires, des associations, des centres régionaux. Donc, on arrive à retrouver des variétés comme ça. Après, il y a des appels à témoins. Donc, effectivement, l'importance de la presse spécialisée ou même les journaux, où il y a vraiment des appels à témoins de gens pour savoir s'ils connaissent cette variété, s'ils ont des informations, s'ils ont des semences. Et ça marche puisque entre 2022 et 2024, dans la région Centre-Val de Loire, il y a 22 variétés qui ont été retrouvées. Donc ça fonctionne. Et puis après, on va avoir aussi, finalement, à force de faire connaître ce côté inventaire, ce côté recherche aussi dans les archives. Donc soit on a identifié une variété, et donc on demande aux gens s'ils connaissent cette variété, s'ils ont des souvenirs, s'ils ont des semences. Soit alors, finalement, les gens disent « Ah non, moi celle-là, je la connais pas, mais j'en connais une autre. » Voilà, alors, déjà, mais moi j'en connais une autre, ou en tout cas mon voisin, il a une variété, elle est super, je l'ai jamais vue ailleurs, vous devriez y aller voir. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'entretiens avec les gens qui sont faits par ces structures, et donc ça demande beaucoup de temps, parce qu'on peut avoir une centaine d'échanges et puis finalement quelques informations qui vont mener à la redécouverte d'une variété ancienne, des fois à à des savoirs ou en tout cas des informations, et des fois à des informations plus des graines, voire des graines. On parle de courge avec la recette du jour, mais qu'est-ce que vous conservez comme légumes? Tous les légumes ou seulement les tomates? Parce que la tomate, c'est assez facile de faire une collection.
on en trouve assez facilement dans les catalogues, mais quel type de légumes vous recherchez? Alors nous, on s'intéresse à l'ensemble de la diversité cultivée. Donc on s'intéresse à l'ensemble des légumes potentiellement qui existent ou qui ont été créés à un moment donné. Mais par exemple, il y a des variétés qu'on ne retrouve pas. Par exemple, le cardon épineux de Tours. Donc c'est une variété qui existe depuis, qui a été identifiée en 1785. Donc c'est une vieille variété. Et celle-là, pour l'instant, on ne l'a pas retrouvée dans des conservatoires. Donc on profite de cette émission pour dire quoi? Ramenez-nous des graines si vous en avez, c'est ça? En fait, oui, évidemment. Après, il y a tout un travail. C'est pas juste ramener des graines, parce que quand on ramène des graines, il faut les mettre en culture. Il faut vérifier que ce qui est amené correspond bien à la variété qui était décrite. Par exemple, il y a eu tout un travail autour de la sucrète de Valençay, donc qui a été retrouvée chez des particuliers, donc chez des gens qui avaient plus de 70 ans et qui avaient leur marché et qui avaient leur jardin et qui avaient toujours conservé cette variété. Mais sauf qu'il y en a un des deux, et il a multiplié une courge à côté et donc il a perdu par hybridation sa sucrète de Valençay. Donc c'est super important aussi après de remettre au champ et de comparer pour voir si effectivement ça correspond bien à la variété. Donc oui, amener des graines, mais en fait après il y a tout un travail de caractérisation et de validation de la variété. Et ça, c'est un travail au quotidien quand on est directrice du fonds. C'est quoi le travail au quotidien d'une directrice de fonds? Alors non, malheureusement, c'est pas moi, hein. Et heureusement pour les légumes, je dirais, parce que j'ai pas trop la main verte. Non, moi j'accompagne les gens. En fait, mon objectif, c'est d'aider ces structures à trouver des financements. Donc, qui peuvent être soit par du mécénat d'entreprise, soit par du mécénat de particulier. Donc on travaille aussi, on explore plein de pistes, l'arrondi en caisse, enfin bon, on est sur plein de pistes différentes. Mais l'objectif, c'est à la fois de les accompagner financièrement et les accompagner aussi d'un aspect technique, puisqu'on a un conseil scientifique qui nous aide à travailler sur ces projets et à accompagner les porteurs aussi à poursuivre leurs projets et arriver au bout. Et là, vous avez combien de variétés, combien de plantes en réserve, enfin, que vous avez pu sauver, on dira, passer de l'oubli à la lumière? C'est difficile de dire qu'on les a sauvés, mais disons, on a accompagné des projets. Là, on est autour de 25-26 variétés qui ont été au moins retrouvées. Donc, certaines ont été caractérisées puis relancées. D'autres sont à cet aspect de caractérisation. Et puis, il y en a qui ont été identifiés. Donc, on en a 16, un peu plus de 16 qui ont été identifiés et sur lesquels le travail va encore continuer. Donc ça j'allais dire, c'est plutôt en centre-région, en centre Val-de-Loire. Après, on a aussi des projets qui sont en Hauts-de-France et un projet qui sont en Drôme-Ardèche, dans le Vercors. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de nombre, déterminé, mais c'est en cours. Il n'y a pas de limite, mais il y a du travail à venir, c'est ça que vous entendez? C'est ça. Alain, imaginons maintenant que Audrey pourrait faire appel à vous. Les lecteurs de Rustica sont des jardiniers amateurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en lumière peut-être par la suite? Oui, tout à fait. Au contraire, c'est un relais évident, je dirais, surtout avec des jardiniers qui jardinent beaucoup et régulièrement, parce qu'on leur donne des conseils pour bien faire leurs graines, pour éviter les hybridations, parce qu'il y a énormément de légumes qui se marient trop facilement, d'ailleurs, pour le jardinier. Mais effectivement, la presse spécialisée jardin est un relais fort, et papier, mais aussi sur le web et sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais effectivement, et avec plaisir qu'on accueillerait vos demandes. Audrey, au final, pourquoi on fait ça? Eh bien, pour demain, pour nous, parce que la biodiversité cultivée, c'est à la fois des variétés qu'on va pouvoir réutiliser, mais c'est aussi le support de demain. Parce que c'est des variétés qui vont soit avoir un intérêt gustatif, mais pas forcément, qui vont pouvoir être améliorées parce qu'elles sont sensibles à des maladies, soit elles présentent justement des résistances, mais elles sont pas vraiment intéressantes à manger, soyons clairs. Et donc l'idée, c'est un peu de voir comment on peut travailler sur ces variétés, mieux les connaître pour les mettre à disposition, soit du maraîcher directement, soit du sélectionneur qui va lui faire un travail d'amélioration. Merci beaucoup. Moi, je vais aller tout de suite avec une séquence Faites pousser les idées, dont l'objectif, c'est de présenter un artisan. Merci.
Marie-Laure, bonjour, merci d'être parmi nous. Vous êtes productrice de tomates dans une coopérative. Pourquoi est-ce que c'est important d'être dans une coopérative quand on est productrice de tomates ? Alors, on est dans une organisation de producteurs, une petite organisation de producteurs qui s'appelle Idéal, qui est une organisation de producteurs à taille humaine, mais c'est très important pour nous de mettre en commun à la fois notre circuit commercial, notre mode de commercialisation, et aussi de pouvoir partager entre maraîchers, entre producteurs sur nos pratiques culturelles. Et je vous entendais parler de variété, et pour nous, c'est des sujets qui sont très importants au quotidien. Vous pouvez nous dire, par exemple, là, c'est carrément pas la saison de la tomate, parce que vous êtes productrice de tomates. On en est où dans les cultures de tomates maintenant ? Alors, effectivement, les tomates ont été plantées, mais ne produisent pas encore. Mais par contre, pour autant, on a par exemple je vous entendais parler de la régionalisation. On a par exemple pas mal de producteurs de mâches nantaises. Typiquement, c'est un produit rattaché à une région, au lieu voilà, de Nantes. Donc derrière une variété, il y a aussi son savoir-faire. Et moi, je dirais qu'entre la variété et le savoir-faire du producteur, c'est ces deux points-là qu'il faut effectivement réussir à transmettre. Autant la variété peut-être c'est 80% et autant il faut toujours rajouter ce petit 20% de savoir-faire du producteur qui est quand même assez majeur. Quand moi vous m'avez dit que vous aviez planté vos tomates, ça m'a fait bondir. Là, il y a encore beaucoup trop de risques de gel pour moi dans mon potager. On est d'accord qu'elles sont plantées sous serre ? Oui, bien sûr. On a la chance de pouvoir protéger nos cultures, comme c'est le cas de 90% de la production française. Sans ça, effectivement, ça serait compliqué de produire pour nous. La culture sous serre nous permet d'introduire des auxiliaires, nous permet de protéger nos cultures des maladies. C'est une véritable chance et c'est pas d'aujourd'hui puisque mon grand-père avant moi, mon père, mon grand-père avant moi le faisait, donc c'est une technique plutôt très ancienne, mais c'est une chance. Vous êtes une professionnelle de la culture de la tomate. Est-ce que, on va parler aux jardiniers que je suis, est-ce que vous avez des petits conseils qu'on pourrait appliquer pour nous jardiniers en tant que professionnels de la culture de la tomate ? Alors j'ai envie de vous dire, choisissez bien vos variétés, ça c'est majeur quand même, parce qu'en fonction de la variété que vous allez sélectionner, vous n'aurez pas le même goût, vous n'aurez pas la même qualité de tomates. Et protégez vos cultures même dans les jardins, parce que vous verrez tout de suite la différence entre une tomate qui a le mildiou ou une tomate effectivement qui peut vous donner des fruits suffisamment longtemps. Est-ce que vous avez entendu le discours qu'on a eu tout à l'heure, est-ce que ça vous donne envie de mettre peut-être une tomate oubliée ou presque disparu dans vos cultures pour la suite ? Oui, tout à fait. Les semenciers qui nous fournissent, de toute façon, font un travail de recherche très, très important. On parlait du goût et typiquement, nous, on a effectivement des variétés qu'on sélectionne, non pas pour leur rendement, mais pour le goût. Parce qu'on a la chance d'avoir des marchés de niche où on a des consommateurs qui recherchent ça. Après, il faut s'adapter à chaque demande de clients et de consommateurs. Mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent du goût, il y a ce qu'il faut. Comment est-ce qu'on reconnaît une bonne tomate dans le marché au final, quand on va faire son marché ou quand on est en train d'acheter nos tomates ? Eh bien, une bonne tomate, j'ai envie de vous dire d'abord, c'est une tomate française. C'est une tomate française et puis c'est une tomate qui est cueillie à pleine maturité. Parce que trop de fois, on voit pour des raisons de conservation que la tomate est cueillie pas tout à fait à sa pleine maturité et du coup, nécessairement, ça se retrouve dans les arômes derrière. Puis c'est une tomate que vous conserverez pas au frigo parce que contrairement aux idées reçues, la tomate ne doit pas être conservée au frigo parce qu'en dessous de 12 degrés, elle perd son goût. Donc acheter une bonne tomate, c'est pas si simple que ça. Il y a effectivement la culture, la variété, puis il y a aussi le circuit de distribution, la conservation, voilà, c'est un tout. Donc on doit plutôt s'associer auprès d'un bon primeur, c'est ça le message que... Exactement, voilà, plus elle est fraîche, meilleure elle est, mieux elle est conservée, meilleure elle est. On retrouve vos produits ? Alors vous les trouvez sous la marque Le Potager de Jade, vous pouvez les retrouver donc dans la grande distribution, mais vous pouvez aussi la retrouver pour les tomates premium chez des spécialistes. Je pense à Rungis ici à côté où vous allez trouver par exemple les tomates Juno qui sont assez réputées pour leur goût. Effectivement, c'est des très bonnes tomates. En parlant de goût, ici à travers la caméra ils n'ont pas l'odeur mais ça commence à sentir bon en cuisine. Tout à fait. Je vais aller voir le chef cuisinier. Chef, on en est où dans notre recette ? Alors là on a le velouté après qu'on va transformer
en panna cotta. À côté de ça, on a fait des pickles avec le potimarron, comme ça on va l'utiliser à fond. Et on a récupéré des graines de potimarron et d'autres graines. On a enrobé des petits morceaux de foie gras, là, comme ça donne plein de gourmandises, ça va être sympa. Vous allez voir, ça c'est cool, ça se mange comme ça. Là, vous pouvez y aller. Hein, là, Presque un petit bonbon. Ah, tout est un bonbon, tout est un bonbon. Il faut faire les choses avec le sérieux d'un enfant qui joue. Il faut ramener tout en enfance et après on passe un beau moment. Eh ben, on se retrouve tout à la fin pour le dressage et moi je vais retrouver mes invités. Audrey, moi qui suis jardinier dans mon jardin, est-ce que je peux faire quelque chose pour préserver une variété, être accueillant ou alors donner quelques sous à une organisation? Comment est-ce que je fais si je veux aider votre travail? Alors, actuellement, il n'y a pas vraiment de... Alors, on travaille sur le côté accueillant de variétés anciennes. Certaines structures, associations recherchent ce genre de choses. Donc là, il faut plutôt rentrer en contact avec les associations locales. Et puis, effectivement, le Fonds Collection et Biodiversité s'est ouvert à la générosité du public depuis l'été dernier. Donc effectivement, c'est une possibilité aussi de participer et de contribuer à la sauvegarde et à l'inventaire de ces variétés. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous travaillez sur un projet d'arrondi en caisse. Qu'est-ce que ça va être? Alors ça, c'est vraiment de la prospective, mais l'idée, c'est, vous avez certainement vu, des fois, on vous propose quand vous êtes à la caisse d'avoir un arrondi pour participer à une cause. Et donc voilà, donc c'est un travail sur lequel on travaille là-dessus. Alain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques gestes pour récolter ces graines? Quels sont les plus faciles? Quels seraient les plus compliqués et on ne se lance pas si on est forcément débutant? Les plus faciles, c'est certainement les légumes auto-fertiles. Les tomates, par exemple, on a plus de chances de garder la variété que si jamais on cultive une courge, parce que si on a une belle variété chez soi, mais que le voisin a une autre courge, malheureusement, on risque d'avoir des hybrides très vite. Et le pire, c'est ceux qui n'y pensent pas, ont une très bonne courge à manger et cultivent à côté des coloquintes. Et là, on a le mariage fatal, parce que les coloquintes, c'est amer, et les graines que vous allez avoir. Donc déjà, c'est d'être vigilant sur le type de légumes que vous cultivez. Est-ce qu'ils sont auto-fertiles ou est-ce qu'il faut les croiser? Et donc, si on a une courge, par exemple, on va se lever très tôt le matin avant que la fleur soit ouverte pour venir la féconder et l'envelopper délicatement après avec un sachet papier. Il faut être sûr aussi des variétés. Donc, si on a acheté des variétés hybrides qui sont très bonnes, mais qui ne sont pas fidèles de semis, si vous faites vos graines, par exemple, vous avez une très bonne variété de tomates jaunes, vous allez faire vos graines, dans la descendance, vous allez avoir des surprises. Il n'y aura peut-être pas que des jaunes, il peut y avoir des rouges, il peut y avoir... alors, ceux qui aiment la surprise, c'est bien, mais là, on ne conserve pas ces variétés. Elles ne seront pas toxiques, on est d'accord? Pas comme la courge avec la coloquinte. Non. Là, si vous avez hybridé vos tomates, si ce sont des hybrides F1, ce que vous allez avoir après, ça se mange, c'est consommable, mais ce n'est pas forcément la variété que vous avez appréciée l'année précédente. Après, il y a beaucoup de variétés qui sont auto-fertiles. Si vous avez de la roche, justement un légume ancien, vous allez récolter les graines sans aucun problème. Donc il faut les récolter à maturité sur un pied qui présente toutes les caractéristiques de la plante que vous voulez conserver. Et puis les récolter, alors si possible, pas un jour trop humide, sinon les graines vont être humides, les faire sécher, les garder dans des sachets en papier. On ne les met pas dans un meuble en bois, surtout si c'est du formica ou autre, parce que ça va abîmer vos graines. Et vous pensez à noter la variété, parce que la mémoire du jardinier, elle n'est pas fiable d'une année à l'autre, surtout quand on a beaucoup de graines. Et après, on donne du travail à Audrey pour devoir identifier une variété. Ça ne serait pas le but. Petite question, moi en été, j'ai mes variétés de salade qui montent. Est-ce que je les arrache, je les mets au compost ou je pourrais faire quelques économies en récoltant leurs graines? Alors, méfiance. Parce que quand une variété de salade est montée à graines, surtout très tôt, c'est souvent qu'elle a eu un petit problème de culture. Par exemple, quand on a eu un bon coup de chaud et de sécheresse au printemps, les salades de printemps, elles montent toutes d'un seul coup. Donc, vous allez plutôt récolter des graines sur une salade qui a eu du stress. Donc, ce n'est pas forcément très, très bon. C'est pareil pour les tomates. Les tomates, on va se dire, je vais récolter... qu'est-ce que je récolte? Le premier fruit, le fruit en cours d'été ou le dernier fruit? Si vous récoltez le dernier fruit et que vous faites ça plusieurs années de suite, vous allez avoir une variété, c'est toujours la même, mais de plus en plus tardive.
Inversement, si vous le faites très tôt, vous allez avoir une variété qui ressemble à votre variété, mais de plus en plus précoce. Alors si vous êtes dans une région où la fin de l'été, l'automne sont difficiles, vous avez intérêt à récolter les premiers fruits ou au cours de l'été, mais pas trop tard, pour avoir une variété que vous allez récolter chaque année. Il y a encore un petit conseil pour le jardinier pour se faire ses graines. Est-ce que les radis, les épinards, d'autres variétés sont faciles à faire? Alors, tous ne sont pas si faciles que ça. Toutes ne sont pas si faciles. Et puis le tout, c'est que les épinards, en fait, on évite qu'ils montent, donc ils ne vont pas monter à graines. Ou s'ils montent à graines, c'est un peu comme les salades, c'est que souvent ils ont eu des problèmes. Donc voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a des légumes que l'on cultive qui montent l'année d'après. C'est parce qu'il y a des annuels qui fleurissent et qui se produisent. On a oublié un poireau dans notre jardin, il fait des fleurs, c'est ça une plante bisannuelle? Alors le poireau, c'est compliqué. La génétique du poireau, c'est comme les oignons, c'est pas le plus facile. Donc vous allez obtenir une population, mais vous n'allez pas obtenir strictement la même variété. Alors moi, jardinier amateur, je vais oublier. Si Audrey, vous, quand on est un peu plus spécialiste, comment ça se passe pour multiplier? Vous faites de 1 à 2, puis après, comment est-ce qu'on est sûr, en fait, parce que vous me parliez avec une courge, qu'avec une plante autogame, vous avez pu avoir 2 fruits certaines fois. Comment ça se passe pour préserver cette diversité? Vous multipliez comment ces plantes? Alors c'est tout l'enjeu sur les variétés, justement les variétés population, les variétés allogame, où on a vraiment l'importance de trouver différentes souches. Donc effectivement là sur la courge, c'est la sucrète du Berry, donc qui n'est ni la sucrine ni la sucrète de Valençay, c'est encore une 3e variété. Et là ils sont partis de 3 fruits, donc il y a vraiment un appel à témoins pour essayer de retrouver d'autres familles qui travaillaient cette courge-là pour avoir cette diversité génétique, ce qui est super important. Et après, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la partie faire ses semences, et puis après il y a la partie caractérisation. Donc il y a forcément une étape où quand on va remettre les semences au champ, on va regarder si effectivement on a bien la variété qu'on avait à l'origine. Et ça c'est tout un travail que font l'ensemble des gestionnaires de collection en France et il y en a beaucoup. Heureusement, j'ai envie de dire. Si vous avez une dernière petite histoire, une belle histoire, on dira, d'une variété que vous avez pu sauver. Une belle histoire. Je sais pas, on a parlé de la sucrète de Valençay du coup, je sais plus. Allez, je vais reparler de la sucrète de Valençay. Non, la sucrète de Valençay, c'est une courge qui a été donnée à un conservatoire qui malheureusement a perdu la variété. Et il y a eu tout un travail de recherche, donc d'appel à témoins dans la presse, et ils ont trouvé une première personne qui avait la sucrète de Valençay, mais manque de chance, elle était également hybridée. Donc il y a eu d'autres appels à témoins et il y a deux autres personnes, donc de plus de 70 ans, qui avaient cette variété-là. L'un l'avait hybridée et l'autre avait des boîtes de camembert avec ses graines bien conservées. Et en fait, ils sont repartis de cette variété-là. Et à force de faire des appels à témoins, d'avoir aussi les savoir-faire, parce que je suis tout à fait d'accord, la graine est importante, mais le savoir-faire aussi est très important à sauvegarder. On a eu effectivement 9 familles qui ont pu ramener des savoir-faire et ramener des graines. Donc ils ont pu collecter de cette manière-là la diversité de cette petite sucrine qui finalement a été sauvegardée une première fois par un jardinier amateur dans des boîtes de camembert. Cette histoire de boîte de camembert est folle. Moi, c'est gentiment la fin. Je vais aller voir notre chef qui est en train de dresser. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, chef ? Alors donc, ce velouté de potimarron qu'on a fait prendre cette fois-ci en panna cotta, il a pris en gelée là, et autour on va l'entourer d'andouille pour donner un peu de force, de foie gras pour donner un petit côté sympa, un peu de douceur, un peu de gras, du parmesan et donc les pickles de potimarron, et au milieu simplement un velouté de laitue. C'est autant de lait que de crème, on fait bouillir la laitue dedans, on y va, et après c'est juste une petite douceur, c'est juste de l'amour, et puis j'en ai fait pour que vous puissiez... vous faire plaisir, quoi. Parce que la cuisine, c'est ça, c'est du plaisir. Je vais gentiment inviter mes invités à nous rejoindre pour déguster. Moi, je vous dis que vous pouvez retrouver tout bientôt la recette sur le site internet Village Semences. Et puis, il me reste à vous dire à demain.